Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par la Banque des Territoires. Pour que la transformation de l'éducation profite à toutes et à tous, la Banque des Territoires agit au service de l'intérêt général pour des territoires plus attractifs et plus inclusifs. La MGEN, acteur majeur de la protection sociale des professionnels de l'éducation et de la formation, MGEN entretient en permanence des liens avec le monde éducatif. C'est pour soutenir les initiatives qui mettent la technologie au service de ces professionnels que MGEN a créé les trophées MGEN EdTech. Et la Maïf, parce que le numérique façonne toujours plus le quotidien de chacun, la Maïf met à la disposition de tous des services pour mieux accompagner l'individu dans la transformation numérique de la société. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouveau numéro, toujours exceptionnel, de la web radio podcast EdTech France en direct du stand Espace Apprenant, Territoire Apprenant de la Banque des Territoires au salon Educatech Educatis, diffusé en streaming sur edtechfrance.fr, sur les sites web et réseaux sociaux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la MGEN et la Maïf. Et pour interagir avec nous, 3 hashtags, hashtag EdTech, hashtag EducatechTis et hashtag Terre Apprenant. Nous sommes réputés en France pour être assez mauvais en langue, en tout cas pas très bons. Est-ce qu'on s'y prend si mal que ça? Est-ce qu'on s'y prend trop tard? Aujourd'hui, des entreprises innovantes viennent bouleverser le marché en proposant des pédagogies nouvelles. E-learning, gamification, rythme adapté à chacun viennent remplacer le fameux My Tailor is Rich. Démonstration avec nos 2 invités, Vigdis Herrera, qui est cofondatrice des Petits Mandarins. Bonjour. Comment vas-tu, Vigdis? Très bien, merci. Petit mandarin, c'est du chinois, non? Un petit peu. Tu as vu cette perspicacité? Je suis impressionnée. Tu peux nous le dire en chinois, bonjour? Ni hao. Ni hao. Et Fred Thibault, cofondateur et président, monsieur le président, de English Attack. Bonjour Rémi, enchanté d'être là. Et en anglais, du coup, c'est facile. Alors, on s'appelle English Attack, mais en fait maintenant on s'appelle Lingua Attack. On fait aussi de l'allemand, du français langue étrangère, de l'espagnol. Donc je peux te dire bonjour aussi. Good morning. Dis-moi bonjour en français langue étrangère. Ça donne quoi? Bonjour. Bravo, ça commence bien. Alors, Vigdis, première question. Qu'est-ce que, pour toi, tu as appris le chinois de manière, j'imagine, traditionnelle. Aujourd'hui, ta solution permet de l'apprendre différemment avec le numérique. En quoi le numérique est intéressant pour l'apprentissage des langues? Est-ce qu'on peut vraiment se passer d'un enseignant humain en vrai? Alors, je vois pour le chinois, par exemple, c'est une langue qui a des spécificités tonales, l'oral est très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre et l'outil numérique, par exemple, va permettre de travailler, de mettre bien en avant l'oral, ce que ne peut pas permettre, par exemple, un ouvrage. Donc par exemple en chinois, on va s'appuyer sur les ouvrages papier avec une transcription phonétique de la langue chinoise qui est basée sur notre alphabet latin, mais ça va donner quelques couacs. Par exemple, le nom du président chinois dans la presse n'est jamais prononcé de la même manière, quels que soient les journalistes, parce qu'ils vont le lire de manière francisée. Cette transcription phonétique et ça va causer des incompréhensions. Et quand les élèves commencent par apprendre... Alors ça donne quoi? Alors, par exemple, le nom du président chinois? Xi Jinping. Ça, c'est la vraie prononciation. Et alors, un journaliste, il va... Xi. Ah, c'est mal. Le XI en chinois va se prononcer S. D'accord. Donc ça va induire des erreurs de prononciation. Et vu qu'il y a ça écrit dans les manuels, et le cerveau humain fonctionne comme ça. On lit dans la langue avec laquelle on a appris à lire, à écrire, et tant qu'on ne pratique pas, on va se poser des barrières et on va toujours automatiser dans notre langue à nous. Donc nous, l'outil numérique, il va permettre de s'affranchir de cette transcription phonétique, de mettre énormément en avant l'écoute, l'oral, pour avoir des bonnes pratiques, des bons repères. Et un professeur, c'est utile, c'est toujours utile d'avoir un professeur. Mais le professeur, il n'est pas là à la maison quand on révise, il n'est pas là quand on s'entraîne, etc. Et nous, notre outil vient se placer dans une position un peu blended learning, c'est l'idéal, avec un enseignant qui va faire pratiquer, communiquer, etc. Et notre outil qui va permettre de travailler l'oral, d'avoir toujours une bonne prononciation, vu qu'on l'a fait enregistrer en studio avec des natifs de plusieurs régions de Chine, et de s'entraîner à la mémorisation des caractères, et tout ça par le jeu. D'accord.
Ça, c'est facilité par l'outil numérique. Ouais. Le blended learning, c'est un mélange de présentiel, de distanciel, à l'inverse du e-learning, comme on le connaissait au début des années 2000, qui n'était que du distanciel. Là, l'idée, c'est pas de remplacer le professeur, c'est d'avoir un outil qui est complémentaire pour prolonger l'expérience d'apprentissage. Tout à fait. On est aussi en e-learning simple, parce qu'on s'adresse au grand public. Il y en a qui vont apprendre que par notre solution, mais il faut reconnaître qu'avoir un professeur pour communiquer et pour s'entraîner, c'est très utile, évidemment, aussi. Alors, il n'y a pas beaucoup de solutions pour apprendre le chinois, à ma connaissance. Pour apprendre l'anglais, il y en a pléthore. Donc, Fred, pourquoi avoir choisi d'abord, même si j'ai compris qu'aujourd'hui, il n'y avait pas que l'anglais, mais l'allemand et l'espagnol sont aussi des langues très parlées et très apprises. Pourquoi avoir choisi de se lancer dans un marché ou dans un secteur qui pourrait apparaître déjà très occupé? Alors, déjà, nous, on a un parcours qui est un parcours un peu atypique dans le EdTech, c'est-à-dire qu'on vient, avec mon associé qui est américain, et c'est pas un hasard, on vient du monde du jeu vidéo et du monde du jeu mobile. Okay. Et on a commencé à s'intéresser aux langues parce qu'on a trouvé que les méthodes d'apprentissage des langues, et notamment avec ce label EdTech, même si elles avaient l'aspect de la modernité, des apps très bien faites, un UX, enfin une ergonomie très léchée, il y avait des pédagogies qui restaient très anciennes, très datées, que nous on considère des pédagogies, même pas du XXe siècle, mais plutôt de la fin du XIXe siècle. En clair, tout est basé sur le thème et la version, et beaucoup sur le texte. Et ça allait à l'encontre des recommandations des pédagogues, et notamment de l'Union européenne, qui dit qu'il faut privilégier l'oral, et dans leur jargon, c'est l'exposition à une langue authentique. En clair, dans la langue, il y a de la chair, il faut être exposé, il faut apprendre avec une langue véritable, et il faut apprendre fréquemment pour que son cerveau se familiarise avec une nouvelle langue. Donc nous, on est parti de ce postulat. Et la première chose, c'est que la langue authentique, on vient du métier, on vient du monde de l'entertainment, comme on dit. Donc pour nous, c'était assez évident que le film et la série, avec l'emprise qu'a Hollywood, qu'on l'aime ou qu'on le veuille ou non, sur la jeunesse et sur les cultures des différents pays, était le bon axe de développement. Et donc on a développé avec des enseignants cette fois-ci et des spécialistes en sciences cognitives, une méthode qui soit basée sur des extraits de films et des extraits de séries télé. Et bien sûr, c'est gamifié, notre parcours venant du jeu vidéo et du jeu mobile. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on avait vraiment à cœur de développer. Et donc, on a développé ça en se disant aussi que pour avoir une exposition régulière à l'anglais, il fallait motiver l'apprenant. Et on est dans une logique de guerre de l'attention, on en parle beaucoup pour Netflix, pour le jeu vidéo. Quand on a un élève ou quand on a un apprenant quel qu'il soit, mais particulièrement un élève en collège ou en lycée, on est dans cette logique de guerre de l'attention. Donc c'est pas nous contre un manuel, nous contre les devoirs que pourrait donner l'enseignant. C'est English Attack par rapport à Fortnite, qui est le jeu qui cartonne pour les collégiens. C'est English Attack par rapport à Netflix. Et on arrive à gagner des batailles contre Netflix et Fortnite? Alors très clairement, s'il n'y a pas un enseignant ou des parents quand même qui dirigent un peu, c'est difficile. Mais on est très engageant, on est sur des formats courts, il faut à peu près 10-15 minutes pour faire un exercice. Il y a les derniers Marvel, il y a les dernières séries télé, etc. Donc quand on arrive à engager au début les élèves, ils prennent plaisir, ils y vont d'eux-mêmes, et on est sur des modes d'autonomie, des modes de découverte qui favorisent cet engagement. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, le numérique, c'est pas juste un support pour vous, c'est une autre façon d'apprendre avec une pédagogie qui est différente. Vicdis, alors quelle est la spécificité justement de l'offre Les Petits Mandarins par rapport à ce qui peut exister pour le chinois ou pour d'autres langues? Alors nous, en fait, on a vraiment fondé notre spécificité parce que moi, de formation, j'ai des professeurs des écoles spécialisés dans l'enseignement du chinois en section internationale. Et donc moi, ma spécificité, mon parcours d'études, c'est l'enseignement de la langue chinoise. Et du coup, je me suis rendu compte au fil des années, quand j'étais étudiante, moi, quand j'ai appris au collège, au lycée et quand j'ai enseigné, que les méthodes actuelles, elles étaient vraiment basées sur ce qu'on pouvait connaître des langues alphabétiques, de l'apprentissage de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, sauf que tout ça, c'est des langues qui sont alphabétiques.
Le chinois, c'est une langue non alphabétique. Donc forcément, les barrières, les difficultés, elles ne vont pas être les mêmes. Et on ne peut pas appliquer une méthode qui convient une méthode traditionnelle qui va convenir pour l'apprentissage d'une langue alphabétique pour une langue non alphabétique. Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, dans n'importe quel manuel scolaire, on va commencer par parler de soi. Deuxième chapitre, de ce qu'on aime, etc., etc. Alors si on applique ça au chinois, ça va donner des choses qui vont être des mots avec un caractère, 9 traits quand on parle de soi. C'est des choses simples. Et puis, deuxième step, on arrive au deuxième chapitre, parler de ce que j'aime. Jouer au football, 3 caractères, 12 traits en moyenne. Pour un élève, la barre, elle est beaucoup trop haute à franchir. Donc, généralement, c'est ce moment-là de l'année où ils se découragent, où ils ont la sensation qu'ils ne vont jamais y arriver. Alors que bon, savoir dire jouer au football, c'est pas non plus ce que tu utilises tous les jours dans la vie. Et pour une langue comme l'anglais, ça va pas être une difficulté supplémentaire de dire j'aime jouer au foot. Voilà, il n'y a pas de barrière à franchir. En chinois, la barrière, elle est là. Donc nous, la méthodologie... D'ailleurs, les Chinois sont moins bons en foot que les Anglais. C'est peut-être pour ça, parce que c'est trop dur à dire. Donc nous, on a basé la méthodologie sur ça. Donc on va commencer non pas sur des thématiques traditionnelles comme on l'entend. On va être vraiment sur quelque chose qui est dans l'apprentissage de la linguistique, de l'étude on part du caractère, de son analyse, de comment il fonctionne, pour vraiment comprendre les process d'apprentissage. En chinois, il y a une base de 150 à peu près caractères originels, les premiers qui ont été conçus pour décrire des choses, genre l'homme, la femme, l'eau, la terre, etc. Et puis soit il y a 3500 ans, soit il continuait à faire des dessins pour toutes les choses, mais pour exprimer, je sais pas, la colère, des émotions, ça devenait compliqué. Ou alors on se servait de cette base et puis on les associait ensemble, comme le préfixe, radical, suffixe, pour créer des nouveaux mots. C'est ce deuxième choix qui a été fait. Donc par exemple, si je veux dire le mot bien, je vais avoir la femme avec l'enfant. Les deux ensemble, ça forme un seul caractère. Et nous, on se base sur ça. On explique la logique de fonctionnement des caractères parce qu'apprendre de manière globale un caractère, ça peut marcher pour certains types de mémoire, mais au bout d'un moment, quand il y en a trop, si on n'a pas compris la logique, si on n'a pas compris le fonctionnement, si on ne sait pas que ce mot-là, c'est ça, plus ça, plus ça, et on est perdu. Et puis au bout d'un moment, la mémoire, elle n'arrive plus à tout mémoriser. Donc nous, la méthodologie est basée vraiment sur une compréhension de la langue, sur le fonctionnement de la langue, pour qu'après, tout soit plus facile et beaucoup plus fluide dans l'apprentissage. Par exemple, le mot épouse, ça va être représenté avec la main, le balai et la femme. Voilà. Donc ça, vous n'allez pas... 3500 ans d'histoire, on a évolué depuis, mais voilà, je vous l'ai dit, vous allez vous en souvenir. Et alors que vous ne savez pas comment on va écrire épouse, femme en chinois. Mais ça vous a marqué. Ça, plus ça, le plus balai ça. à la main, je vais en parler à ma femme, elle va être contente. Parce que, alors, Vigdis Herrera, c'est pas tellement chinois. Qu'est-ce qui fait dans la tête d'une petite fille qu'un jour on se dit tiens, je vais me mettre à apprendre le chinois et puis peut-être demain je serai prof de chinois et puis j'ai vécu en Chine. Comment ça vient ça ? Je me suis jamais dit que je serais prof de chinois. Parce que j'ai une maman qui était prof et je me suis toujours dit que prof de quoi, la maman ? Prof des écoles, inspectrice, etc. Et du coup, je me suis jamais dit que je serais prof. Je me suis toujours dit que c'était pas fait pour moi. J'ai commencé le chinois à l'âge de 11 ans par un cours à distance. Après un voyage en Chine où je me suis dit waouh, les caractères, ça me plaît trop. J'ai trop envie d'apprendre à lire, à écrire ça. On m'avait déjà dit que les hiéroglyphes c'était démodé, que ça allait m'avancer à rien. Donc je me suis dit que le chinois, je pourrais en faire quelque chose. Donc j'ai tenté d'apprendre le chinois par une méthode assez traditionnelle. Et ça a été très frustrant parce que ça me convenait pas. J'ai pas réussi. Donc après mon bac, je suis partie vivre en Chine pendant quelques temps. J'ai fait des études de chinois, j'ai fait des études pour devenir enseignante. Et c'est au fil de ce parcours d'échecs aussi, parce que pour moi, ça a été un échec de pas réussir à apprendre cette langue qui me passionne, sinon je serais pas là aujourd'hui. Donc c'est à partir de ce parcours-là que j'ai eu envie, que ça s'est montré comme une évidence, que j'avais peut-être des choses à apporter. J'avais testé avec mes élèves en particulier, avec mes classes, etc. Et je me suis dit, avoir 30 élèves, c'est chouette. Mais là, actuellement, on en a bientôt 10 000. C'est encore mieux, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal, 10 000 élèves. C'est une grande classe. Mais c'est à l'échelle de la Chine. Exactement. Combien d'apprenants, toi, Fred, de ton côté ? Alors, des apprenants sur English Attack, des apprenants individuels, on ne parle pas simplement que des élèves. On est à un peu plus d'1 million. Un peu plus d'1 million. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal.
Et ça t'a donné envie d'apprendre le chinois ? Ça m'a donné envie d'apprendre le chinois, surtout qu'on est en train de travailler à une nouvelle offre sur LinguaAttack qui est le chinois. Ah, mais alors là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va se passer des choses après ce talk. Et effectivement, les sinogrammes, c'est un vrai problème, l'apprentissage des sinogrammes. Et nous, on va plutôt se focaliser, parce qu'on est plutôt sur un public de débutants, on va plutôt essayer de se focaliser sur l'oral. Et avoir recours au maximum au pinyin, qui est la version romanisée du chinois. Donc ça peut faire hurler les spécialistes, mais c'est une méthode relativement simple pour permettre à des vrais débutants d'accéder au chinois. Et qui sont les principaux utilisateurs des outils d'EnglishAttack c'est qui la question, c'est aussi celle du modèle économique. Ça, c'est une question différente. Oui, il y a un lien. Dis-nous en plus. Donc nous, on a plusieurs modèles économiques. Oui. On a commencé en pur B2C, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire une vente par abonnement à des particuliers, qui a très bien fonctionné au début sur le bouche à oreille, etc. Et rapidement, on s'est heurté à un problème de financement. Il faut des investissements marketing massifs pour l'acquisition de nouveaux utilisateurs, pour adresser ce marché, et on n'avait clairement pas les financements. Là, on parle sur ces marchés-là de plusieurs centaines de millions d'euros. On parlait de la Chine, les deux principales licornes EdTech sont chinoises, et les deux sont sur l'anglais. Donc, là, on parle de plus d'1 milliard de valorisation. C'est pour donner un ordre de grandeur. Et nous, en parallèle, en Amérique latine, on a commencé on a eu un accord un peu de façon opportuniste avec le premier éditeur de manuels d'anglais sur la région, pour les collèges et les lycées. Et ils ont commencé à commercialiser EnglishAttack en complément de leur manuel. Et là, rapidement, on a atteint plusieurs centaines de milliers d'apprenants, avec un chiffre d'affaires récurrent, et puis très sincèrement une commercialisation très simple. Donc ça nous a bien plu comme modèle. Et on a commencé, on en parlera un peu plus tard, à s'intéresser aux autres marchés éducatifs, et notamment à l'éducation nationale en France. On a également un pôle B2G, B2G2C, c'est-à-dire passer par les institutions, les gouvernements ou les régions pour accéder aux apprenants particuliers. Et on a notamment gagné un marché de la région Île-de-France à destination des 12 millions d'apprenants sous la marque Kios. Et donc, on est en train de finaliser. Récemment, j'ai vu des affiches dans tout Paris. Je peux rien dire, mais tu vas en voir encore plus là sur, tu l'as dit quand même. les semaines qui viennent. Est-ce que c'est un peu dans l'optique aussi des Jeux Olympiques ? Il faut faire monter en compétences les Franciliens et les Français en général pour accueillir d'autres nationalités ? C'est pas à moi de parler à la place de la présidente de la région ou de la région Île-de-France. Mais très clairement, oui, il y a les JO, il y a donc l'attractivité de la région Île-de-France. Au-delà de ces grands événements aussi, il y a le Brexit, il y a tout ça. Donc il y a besoin d'avoir à la fois une offre de français langue étrangère pour les expats, et puis de faire monter le niveau global en anglais des franciliens. Et il y a aussi très clairement un problème d'employabilité pour beaucoup de franciliens. Je vais pas détailler ça, mais bien sûr aujourd'hui la maîtrise des langues étrangères, et particulièrement de l'anglais, est critique pour trouver un emploi. Donc voilà, c'est un mix de tout. Ça fait partie l'anglais est un prérequis aujourd'hui pour beaucoup d'emplois. Le chinois va être un plus, et l'anglais, c'est acté qu'on est censé le parler, quoi. Bien sûr. Et le français langue étrangère, c'est utile aussi quand on habite en France. Oui, bien sûr. Et Vigdis, alors, le modèle économique des petits mandarins, on vend à qui ? Alors, initialement, donc, les petits mandarins, ça a été créé à destination d'un public d'enfants en B2C. Très vite, on s'est rendu compte que les enfants, il y en avait, mais des adultes, il y en avait encore plus, parce que le côté gamifié de notre solution a plu, et l'approche pédagogique également. Donc, nous, on est à la base vraiment sur du B2C. Petit à petit, là, depuis 1 an, on s'ouvre aux écoles supérieures, on s'ouvre aux organismes de formation qui proposent du blended learning avec notre solution en chinois en plus pour leurs élèves. Donc on est vraiment en B2Edu, B2C, B2B actuellement. Si moi je veux apprendre le chinois avec les petits mandarins, je peux le faire avec une appli ? Tout à fait. On a actuellement 2 applications, une qui est vraiment pour
pour les enfants, les étudiants ou ceux qui veulent apprendre juste pour le fun, et une application qui est, pour laquelle on est organisme de formation, qui est pour la formation professionnelle, l'apprentissage de la langue, je ne sais pas moi, autour du vin, du luxe, du tourisme, de la restauration, etc., pour qu'on puisse se former dans notre domaine de compétences. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'aurais dû commencer par là, les petits mandarins sont aussi lauréats des trophées MGEN EdTech. Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça t'a fait de monter sur scène pour recevoir ce prix ? C'est le 2e prix qu'on reçoit, donc je ne vais pas dire que... T'es blasé, t'es blasé. Non, je ne dis pas que je suis blasée, mais ça fait vraiment plaisir parce que c'est une reconnaissance du travail qu'on fait et du travail pédagogique qu'on essaye de mettre en place pour simplifier, diffuser une langue que tout le monde considère comme complexe à chaque fois. Même là sur le salon, on me dit « Oh, du chinois, mais c'est trop compliqué ». C'est l'image qu'on s'en fait. C'est juste différent. Donc nous, notre travail, il est pédagogique aussi auprès du grand public pour casser un peu ce mythe, cette barrière, ce code qu'on va avoir vis-à-vis de la langue chinoise, et notamment, par exemple, pour les élèves qui sont en situation de handicap, les élèves dyslexiques, dysorthographiques, etc. Les mettre au chinois, une langue où il n'y a pas d'alphabet. C'est finalement plus facile. Il n'y a pas la source du handicap. À partir du moment où on ne se base pas sur la phonétique, le pinyin, etc. Donc nous, vraiment, on fait un gros travail pédagogique pour montrer que ce n'est pas si difficile. Ce n'est pas plus compliqué qu'une autre langue. C'est un fonctionnement différent. Et en plus, il peut y avoir des avantages certains pour un certain type de public. Donc plus ce travail-là est reconnu, plus on est ravis de ce qu'on fait. Puis il y a une autre particularité, c'est que tu es à Montpellier. Tout à fait. Et que la tech, c'est pas juste un truc à Paris pour les Parisiens. Et non. Des entreprises de tech, il y en a, je suis bien placé pour le savoir, parce que je vais souvent les rencontrer, il y en a partout. Voilà. Tout à fait. Donc bravo. Fred, il y a une appli aussi ? Ou bientôt ? Il y a une appli en cours de développement, oui. Donc on est vraiment en train de mettre la dernière main à notre appli. Quand je dis en train, c'est aujourd'hui et demain. Donc voilà, et c'est une appli qui sera disponible d'ici à la fin de l'année. Il y aura une annonce qui sera faite à ce niveau-là. Et c'est une appli iOS et Android très complète. Et on en a profité du développement de cette appli pour aussi mieux travailler la prononciation. Donc on a intégré pour les langues que j'ai déjà citées, l'anglais, mais aussi français, espagnol et allemand, un module de reconnaissance vocale pour pouvoir travailler la prononciation de ces langues, qui était un peu la dimension qui manquait à notre offre jusqu'à maintenant. Et c'est souvent ce qui handicape les Français, c'est-à-dire que quand on calcule le nombre d'années qu'on a passé à faire de l'anglais depuis maintenant le CP jusqu'à les études supérieures, on est étonné de voir que le niveau moyen est quand même très largement inférieur à celui d'un jeune Allemand, par exemple. Mais c'est pas un problème de prononciation. Non, mais de complexe. Je vais avoir la honte de parler avec un accent français. Je pense que surtout, on en revient au début, c'est ce que tous les pédagogues ont compris, c'est d'abord un problème de compréhension orale. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement scolaire, vous appreniez, parce que c'est en train de changer, il ne faut pas caricaturer non plus, mais on apprenait les langues avec des exercices pédagogisés. Donc une langue qui était complètement abstraite et qui était adaptée au niveau de l'élève. Donc quand on avait un niveau faible, on travaillait un anglais qui n'existe pas, qui était adapté au niveau de l'élève. Et le problème, c'est quand vous vous retrouvez avec un vrai anglophone, vous ne comprenez même pas le début de sa phrase. Et donc, ce n'est pas un problème d'inhibition, c'est un vrai problème de compréhension. Et voilà, et c'est vraiment ce qu'on travaille, nous. Et je disais, il ne faut pas caricaturer les enseignants, bien au contraire. Nous aussi, on est en complémentarité avec le travail des enseignants. On est plutôt là pour décupler leur pédagogie. Et ils ne nous ont pas attendus non plus pour avoir recours à des extraits vidéo, à de la langue authentique, etc. Simplement, ils avaient aujourd'hui pas les moyens techniques et les moyens pédagogiques de porter ça en dehors de la classe, en dehors de l'école. Et c'est là que ça se passe. Quand on regarde la dotation horaire pour les cours d'anglais avec des classes de 30 élèves, on comprend bien que la maîtrise de l'anglais, elle va se faire sous la supervision de l'enseignant, certes, mais en dehors de la classe et donc principalement à la maison. Et puis ces outils numériques permettent aussi de rendre plus accessible ce qui avant était réservé à ceux qui avaient les moyens, c'est-à-dire partir à l'étranger. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent à la maison de s'immerger davantage dans une autre culture, dans une autre langue. Oui, là donc on est sur un sujet presque plus politique, sur le déterminisme social et les inégalités dans l'éducation.
très clairement, l'enseignement des langues, les langues jusqu'à aujourd'hui étaient la matière la plus inégalitaire. Ouais. Donc quand on prenait n'importe quelle classe, si vous prenez une classe parisienne moyenne, les premiers de la classe seront des fils ou des filles d'expats. Ensuite, vous allez avoir des CSP+, qui ont eu l'occasion de faire des stages de langue. Ensuite, des gens un peu plus aisés, un peu moins aisés, mais qui ont la possibilité de donner des cours particuliers. Et puis après, les autres. Et donc, c'était vraiment très, très choquant. Et je pense qu'une des vocations du numérique aussi, c'est de lutter contre ces inégalités sociales pour les langues, mais pas seulement. Super. Alors, pendant que tu nous expliquais tout ça, j'ai ouvert le Fortune Cookie que m'a apporté Vigdis. Donc, je le mangerai après parce que je ne vais pas manger en parlant dans le micro, mais je vais quand même vous lire la phrase. Alors, ça résume bien un peu tout ce qu'on vient de se dire. C'est le hasard complet. Alors, il faut souffler sur quelques lueurs pour faire de la bonne lumière. Voilà, c'est ce que vous faites, vous, entrepreneurs EdTech, et vous, enseignants qui êtes présents sur le salon. Vous soufflez sur quelques lueurs et vous faites ainsi de la bonne lumière. Et alors, c'est de René Char, qui n'était pas chinois, a priori. Ou alors, il y a un truc qui m'a échappé. Voilà. Ouais. Est-ce que vous êtes plutôt petit... Le mot de la fin, Fred, tu voulais dire? Non, je disais, il faut faire attention à ne pas souffler trop fort pour pas éteindre la lumière. Mais... C'est vrai, ou alors pour ne pas faire un incendie. Merci beaucoup à tous les deux, ça a été passionnant. Vigdis, tu as envie de dire... Je sens que tu as envie de dire quelque chose en chinois. Je sens que tu as envie de dire quelque chose en chinois. Non, j'ai pas envie de dire quelque chose en chinois, mais j'ai envie de dire quelque chose que je dis systématiquement à mes élèves pour rebondir sur ce que tu disais sur l'accent, l'inhibition. Je leur dis toujours qu'il n'y a que ceux qui ne parlent pas de langue étrangère qui n'ont pas d'accent dans une langue étrangère. Et ça... C'est normal, c'est pas une honte. Moi, j'ai un accent quand je parle en anglais, j'ai un accent quand je parle en chinois, et c'est comme ça. Tu as même un accent quand tu parles en français. Même en français. Mais ça, c'est parce que tu es parisien. C'est vrai. Merci en tout cas à tous les deux, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet qui est fondamental dans la EdTech, mais qui est bien au-delà, on l'a vu avec Fred et Vigdis, qui est fondamental pour l'avenir d'un pays, parce que ne pas parler de langue, c'est effectivement se renfermer sur soi-même. Voilà, donc merci à tous les deux, merci au public présent à l'occasion de ce talk en direct, merci à tous ceux qui nous écoutent en streaming, merci à tous ceux qui nous écouteront demain en podcast, parce que vous pourrez vous réécouter en plus. Ça va être un truc complètement dingue. On est toujours sur le salon Educatech Educatis, sur le stand de la Banque des Territoires, l'espace territoire apprenant. Les talks continuent. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à notre journaliste Natacha Lefauconnier pour la préparation des interviews.